Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental pour ce nouvel épisode. J'ai la chance et l'honneur de recevoir une nageuse qui a déjà réalisé 3 Jeux Olympiques et je suis heureux de recevoir Lara Grangeau. Bonsoir Lara. Bonsoir. Comment ça va Lara? Ça va bien. Ça va Bon, bien. alors comment tu te remets là de ce retour des Jeux Olympiques? Une petite pause d'abord, c'était un peu obligatoire après ces jeux parce que ce soit la préparation finale, mais aussi toute la préparation, c'est assez long et ça prend beaucoup d'énergie. Du coup, voilà, une petite pause et après retour à l'entraînement un peu plus tranquille avec des prochaines échéances qui arrivent au mois de décembre, vraiment. Voilà, du coup, t'es en récup, quoi. Oui, voilà, j'ai récupéré et maintenant je reprends quand même. Dit récup, dit complexe, non? Une fois, j'ai cru lire que t'étais ambassadrice de la marque. Oui, voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup Compex pour la récup. Après les entraînements, j'adore les bottes de compression, donc c'est vraiment mon petit moment zen que j'aime bien. Et du coup, il y a une grande efficacité. Alors moi, je connais pas trop, tu vois, le concept. Enfin, j'ai eu une période des électrodes un peu, tu sais, pour stimuler les muscles, tout ça. Toi, tu l'utilises comment? En fait, donc Compex fait plusieurs produits. Donc il y a vraiment l'électrostimulation, donc ça peut être en récup ou même travailler les muscles. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt les bottes de compression, donc c'est vraiment sur les jambes. Et en fait, ça vient compresser le muscle et ensuite ça se détend. Et du coup, ça fait un peu comme un massage, ça draine et ça permet de faire mieux circuler le sang. Donc pour la récup, je trouve ça vraiment bien. Voilà, il y a plein d'autres outils mais la récupération fait vraiment partie du sport de haut niveau parce que c'est bien de s'entraîner, mais si le corps il récupère pas, c'est pas utile. Donc voilà, il faut gérer entre bien s'entraîner, bien récupérer, et puis il y a plein d'autres petits détails qui rentrent en considération aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu pourrais parler un petit peu de ton parcours sportif? Comment t'as démarré? Comment t'es arrivé, du coup, à la nage en eau libre? J'ai commencé la natation toute petite, vraiment à 6 mois, j'ai fait les bébés nageurs. Ma grande sœur a 7 ans de plus et elle était dans des groupes un peu plus confirmés, donc voilà, moi c'était pour faire comme elle au début. Et au fur et à mesure, je me suis prise au jeu, la natation m'a plu. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres et du coup, voilà, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de faire plus. Du coup, je suis arrivée en métropole, parce que je suis originaire de Calédonie et je suis arrivée en métropole à 14 ans pour vraiment faire du haut niveau. C'était mon objectif et du coup, voilà, je suis arrivée au club de Saint-Romeu. J'ai fait des jeux en bassin parce qu'avant j'étais nageuse de bassin, 2012-2016. Et ensuite, en 2017, je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans l'eau libre, parce que ça répondait un peu à mes qualités d'endurance. Et il y avait aussi une super équipe de France. Et
Du coup, j'ai tenté comme ça et puis ça m'a plu. Et quand quelque chose me plaît et que j'ai des objectifs, après, d'un coup, je suis déterminée à fond et je fais que ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. À force de travail et de motivation, j'ai réussi à me qualifier pour mes 3e Jeux Olympiques et voilà. Ouais, et puis c'est pas rien de faire trois Jeux Olympiques. Tout le monde arrive à faire ça. En tout cas, félicitations. J'ai envie de te proposer de faire un petit portrait chinois. Est-ce que tu serais d'accord pour ça? Oui. Bon, c'est très simple. Je te pose quelques questions. Tu y réponds et tu justifies ta réponse. D'accord. Alors, si c'était une couleur, tu choisirais laquelle? Le rose. Parce que j'adore les couleurs vives en règle générale. Et en plus, je trouve que quelqu'un qui est habillé en rose ou de couleurs vives en tout cas, paraît toujours plus joyeux. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, j'ai souvent quelque chose de rose sur moi. Tu devais choisir un livre, tu prendrais lequel? J'ai un livre que j'aimais bien, c'était Une rivière coule à l'envers, je crois. Et quelque chose comme ça, mais c'est pas tout à fait ce titre-là, il me semble. Mais c'était une super histoire, et voilà. Si tu devais prendre un billet d'avion pour un endroit, tu irais où? Voilà, en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre ma famille. Ça a dû être pas si évident que ça de quitter tes racines de Nouvelle-Calédonie pour venir t'entraîner. Pas facile, mais après j'ai la chance d'avoir une famille très bienveillante qui m'a toujours soutenue. Quand je suis partie, ils m'ont toujours dit, voilà, si ça te plaît pas, surtout, de prendre un billet d'avion dès le lendemain, d'une part. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir une solution de retour. Et puis après, c'était mon objectif. Donc quand on le fait en sachant pourquoi on le fait, c'est toujours plus facile quand même. C'est sûr. Si t'étais un moment de la journée, tu choisirais lequel? Le matin. J'adore le matin. Et du matin, je me lève tôt et je suis beaucoup plus dynamique le matin. Si t'étais un art, Je sais pas, la danse? la danse. La danse dans l'eau? J'aime beaucoup les voir, les nageuses synchronisées. Après, je n'ai pas du tout leur qualité ni leur compétence. C'était une qualité. La joie, je pense. Tu devais choisir un mot. Bon. C'était une saison. L'été, parce que j'aime bien le soleil. Bon, ce sera la dernière question du portrait chinois et ça permettra un peu aux auditeurs de connaître un petit peu mieux tes goûts et tes couleurs. Là, on va aborder une partie un peu plus sérieuse qui est la thématique de notre podcast. Donc c'est le mental et c'est surtout le tien. Je voudrais savoir de quoi es-tu le plus satisfaite à ce jour? D'avoir été au bout de mes convictions et au bout de mes objectifs, même s'ils sont pas tous réalisés. Quand je suis partie de chez moi, l'objectif, voilà, c'était vivre ma passion, c'était être la meilleure version de moi-même en tant que nageuse. Et de m'être qualifiée aux Jeux Olympiques, voilà, c'est quelque chose que je retiens et c'est ce dont je suis le plus fière. Parce que chaque qualification olympique a quand même été compliquée, mais j'ai réussi à me surpasser et c'est vraiment tout le chemin qui a été fait pour arriver à ces qualifications-là qui est beau. Oui, et puis à retenir. Et puis tu en être fier parce que voilà, il y a peu d'élus qui peuvent prétendre d'aller aux Jeux Olympiques. J'ai tout le temps été très bien entourée. Tu parles d'entourage, c'est-à-dire coach, famille. Voilà. Le coach en règle générale a été tout le temps primordial dans le fait de réussir mes objectifs, mes résultats. Mais il y a aussi tout un staff autour en fait. Au libre par exemple, on a l'entraîneur bien évidemment, mais aussi le responsable de la discipline qui gère toute la logistique.
Ça, c'est très important. On a des chercheurs qui sont là, on a des kinés, on a justement une préparatrice mentale. Il y a beaucoup de personnes qui nous entourent. Et c'est grâce à toutes ces personnes aussi qu'on arrive à s'exprimer le mieux possible le jour J. Vous pourriez nous dire un petit peu deux mots là sur cette discipline qui est la nage en eau libre. Ça consiste en quoi exactement? Alors la nage en eau libre, c'est de la natation dans un milieu naturel. Ça peut être un lac, la mer, la rivière. Tout dépend vraiment du lieu de la compétition. Il y a plusieurs distances. Ça va du 5 km au 25 km. Donc il y a le 5, le 10 et le 25. Cependant, la seule distance olympique pour le moment, c'est le 10 km. Donc voilà. Et en fait, souvent, par exemple, pour un 10 km, ça va souvent être 4 tours de 2 km 5. C'est des boucles, de façon à ce qu'on puisse se ravitailler à chaque tour. Une distance préférentielle? Moi, j'aime beaucoup le 25 km. Après, voilà, il a fallu se faire à la distance olympique aussi, parce que voilà, mon objectif c'était les Jeux, donc j'ai tout fait pour être la meilleure possible sur le 10 km. Mais j'avoue une préférence pour le 25, c'est 5 heures d'effort, on gère différemment et j'aime beaucoup. Vous disiez que du coup, vous étiez accompagné d'une préparation mentale. Quoi le mental pour toi? Le mental, c'est difficile à vraiment définir. Moi, j'ai envie de l'associer à plusieurs mots. Souvent, quand on dit avoir du mental, c'est être courageux, c'est avoir du caractère, c'est savoir se relever quand ça va pas. C'est avoir du mental. Je trouve que c'est quelqu'un qui a du mental, c'est quelque chose de très positif. Souvent, c'est une force. C'est une force. Enfin, Souvent on me dit, cette athlète a un bon mental. Bon mental, tu mets quoi derrière? Le courage, tout ça? ouais, voilà. T'as un bon mental, ouais, t'es fort et t'es capable de rebondir, en fait. C'est que quoi qu'il arrive, tu vas réussir à t'en sortir. Moi, voilà ce à quoi je l'associe. Après, c'est certainement pas la définition du Larousse ou du petit Robert. Non, justement, mais c'est ta version qui m'intéresse. Du coup, il y a une notion de résilience dans ce que tu dis, en fait. Quoi qu'il Ouais, arrive, voilà. comment tu pratiques le mental, toi, de ton côté? T'as une préparation spécifique pour la nage en eau libre? Alors moi, j'ai pas une grande confiance en moi. Ça, c'est un fait, qui m'a toujours suivi d'ailleurs, que j'essaye d'améliorer, mais qui est un peu compliqué. Et donc, avec ma préparatrice mentale, on essaye vraiment de travailler sur ça. Et aussi et surtout que ça va pas, essayer de se recentrer sur soi-même et pas essayer enfin, pas se faire envahir par toutes les émotions extérieures, en fait. Donc, avec ma préparatrice mentale, on travaille ça. Que quand il y a quelque chose qui va venir nous perturber, voilà, se recentrer sur soi-même, se recentrer sur certains points. Ça peut être des points techniques, par exemple, nous, dans l'eau, c'était bien souffler, ou des aspects techniques vraiment de la natation. Et après, dans des moments très durs, plutôt essayer de se concentrer sur soi, mais aussi repenser à ses objectifs. Pourquoi on le fait, pourquoi on a envie de le faire, qu'est-ce qui nous anime, voilà. Est-ce que tu penses que mental, c'est primordial d'être enthousiaste? Je pense que c'est important d'être enthousiaste, d'avoir de la joie, du plaisir. Je pense que quand on voit la vie de façon plus positive, tout va mieux. Et du coup, le mental va mieux aussi. On a plus de facilité à s'en sortir. Mais pas seulement au niveau du mental, dans la vie en règle générale, quand on voit la vie de façon plus positive, généralement, ça aide. Et du coup, l'enthousiasme fait partie de ça. C'est là, donc, tu parlais de ta confiance, tu dis que tu n'avais pas forcément une grande confiance en toi. Et pour autant, tu as construit quand même une certaine confiance, parce que pour arriver à se qualifier pour les Jeux Olympiques à 3 reprises, quand même, bâti une confiance. Et du coup, comment tu as réussi à la bâtir, en fait, cette confiance en toi? Aussi avec les gens qui m'entourent, parce qu'ils me donnent confiance. Le fait d'être bien entouré, voilà, c'est la bienveillance au quotidien. Et du coup, d'avoir des gens comme ça donne confiance. La qualité des gens qui nous entourent aussi. Quand on a un bon entraîneur, des résultats, ça donne confiance. Quand on a un groupe, ça donne confiance.
Du coup, après, voilà, il y a des gens qui me rappellent un peu ce que j'ai fait et qui me donnent confiance en moi. Voilà, c'est souvent ça. Plein de moments dans ma carrière où je me suis un peu surprise d'arriver à faire certaines choses que je me sentais pas capable de faire. C'est ça qui est beau. C'est sûr que des fois, on se surprend à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. C'est sûr. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière sportive, tu as dû t'affranchir du regard des autres pour avancer? Souvent, bah déjà quand je suis partie de chez moi, c'était des fois, souvent les sportifs en règle générale ont de l'ambition et souvent ça peut être perçu comme de la prétention. Moi, je vois vraiment une grande différence entre prétention et ambition. C'est que l'ambition, on va travailler pour l'accomplir. Par exemple, ça peut être un objectif ambitieux, mais on n'est pas nécessairement prétentieux. Mais souvent, le fait d'affirmer ces objectifs, on peut paraître prétentieux. Et du coup, dans ces moments-là, bah, le regard des autres peut venir un peu nous perturber et nous faire douter aussi. Voilà, il faut essayer de prendre sur soi et essayer de voilà d'être focalisé sur soi, je pense, et savoir pourquoi on le fait. Je pense savoir pourquoi on fait les choses, c'est important. Prendre du plaisir, c'est primordial, mais savoir pourquoi on le fait. Oui, effectivement. L'objectif et donner du sens à ce qu'on fait, c'est l'air d'être quelqu'un de très 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 positif. Donc je t'écoute. Est-ce que tu as un secret pour être aussi positif tout le temps? Je suis entourée de personnes positives et j'ai toujours été. Mes parents m'ont toujours donné la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, de vivre pleinement les choses que j'ai envie de vivre. Et du coup, je pense que quand on peut faire ce qu'on aime, déjà c'est vachement positif. On dit, on dit le matin de se lever, donc voilà, on voit les choses de manière peu rose. Mais après, bien sûr, il y a des moments où ça va pas, mais mais souvent il faut essayer de dans une journée, il y a toujours des points positifs quoi qu'il arrive. Il y en a des négatifs, c'est certain, mais je pense que c'est important de retenir les points positifs. Et les professionnels, je pense pas si on dit une entraîneuse ou pas, ça me perturbait, mais avec son athlète, après chaque séance, elle lui demande de noter 3 points positifs de la séance. Même si la séance a été très mauvaise, il faut quand même retenir 3 points. Et je trouvais ça très intéressant la première fois qu'elle me l'a dit. Et en fait, ça fonctionne. Et voilà, c'est important. C'est important de retenir ce qui n'a pas été pour pouvoir s'améliorer, mais c'est aussi important de retenir ce qui a été. Oui, c'est vrai que c'est une technique assez intéressante à la fin après ça peut se faire après un entraînement ou à la fin d'une journée, Voilà. dans un cadre professionnel de noter trois choses dont on est fier de sa journée, 3 choses positives, et de le faire chaque jour. Et puis finalement, parfois, on peut le mettre dans une boîte et puis à la fin de la semaine, c'est relire un petit peu toutes les choses positives qu'on a accomplies. Vraiment avoir un effet, en tout cas positif sur la confiance et sur l'estime de soi par rapport à ce qu'on a accompli. Tout à fait. Et des fois, on s'en rend pas compte qu'il y a eu du positif. Mais le fait de devoir les noter, on essaye de reprendre ce qui s'est passé et on dit, ah bah oui, ça s'est bien passé. Et du coup, en fait, on a une vision différente de la journée. Effectivement. Et du coup, c'est un de tes trucs aussi pour te motiver, du coup, que tu utilises? Oui, voilà, ça me motive, oui. Est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Je pense que c'est primordial d'avoir un plan, mais qui est adaptable quand même. Avoir un plan de base, mais pour pouvoir avancer, je pense que c'est important oui, c'est important. Il faut avoir un cap, mais en tout cas, pouvoir faire des remédiations si nécessaire en cas d'imprévu. C'est ça que tu veux dire? Voilà, tout à fait. Pouvoir le faire évoluer dans un sens comme dans l'autre. Alors, tu disais que pour la préparation mentale aux Jeux Olympiques, le staff, là, vous avez des techniques pour gérer vos émotions. Est-ce que c'était déjà arrivé du coup d'avoir de la pression, du stress à gérer sur une compétition? Ah oui, bien sûr, beaucoup. Oui, bah, je pense que le stress fait partie de toute façon de la compétition, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un enjeu. Mais après, il y a du bon stress, hein. Il n'y a pas que du stress qui tétanise, il y a aussi le stress qui peut te surpasser. Donc voilà, le stress fait partie de la compétition à tout niveau, de toute façon.
parce que ça valide aussi un entraînement, ça valide beaucoup de choses. Donc voilà, faut savoir faire avec. On travaille ça, justement, essayer de mettre, de se rendre compte du travail qui a été effectué permet d'avoir plus confiance en soi et du coup de se dire bah ça va bien se passer et voilà, de positiver et du coup bah le stress se transforme en une force. Et du coup, tu t'y prends comment, du coup, pour gérer la pression, quoi. Tu utilises quel type de technique, la respiration, plutôt de l'imagerie, qu'est-ce que tu mets en place? Ouais, alors plutôt de la respiration. J'essaie de bien souffler quand je me sens un peu prise par les émotions. Et aussi, à l'approche d'une compétition, juste avant ma course, moi j'ai plein de petits rituels pour vraiment. Le fait d'avoir des petits rituels me permet de me poser et du coup ça m'habitue et de faire tous ces petits rituels, je me mets dans ma bulle un peu pour à l'approche de la compétition. Donc voilà, par exemple 50 minutes avant la course, je vais boire un café parce que le café ça me motive un peu pour la course. Après on a la chaîne d'appel 20 minutes avant. Sur nos mains, on a des transpondeurs qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on est sur la course. Donc voilà, il faut mettre le transpondeur et tout ça c'est assez minuté chez moi. Mais voilà, ça me canalise un peu. Ça me permet de rentrer dans ma bulle et au fur et à mesure, bah, je sais que voilà, ça va arriver et je suis prête. Et moi, du coup, c'est des rituels qui te permettent, du coup, comme tu sais, de rentrer dans ta bulle, donc d'être focus, de rentrer dans une concentration optimale. Du coup, une fois que tu es rentré dans cette concentration optimale, comment tu fais parce que en fait, c'est des épreuves qui sont relativement longues. Et du coup, comment tu fais pour arriver à rester concentré pleinement en tout cas de la course? Donc j'essaye vraiment de mettre parce que quand je pars sur ma course, j'ai un plan de base justement qui est évolutif. Par exemple, ma stratégie pour les Jeux Olympiques, c'était vraiment rester au contact et tout le temps surveiller deux nageuses qui me semblaient les plus fortes et du coup voilà, je me centre sur mon objectif, sur mon plan. Et après, si par exemple je me fais déborder par des émotions comme en prenant des coups ou s'il y a une fille qui va tenter de partir à un moment donné, bah, j'essaie vraiment de souffler. Pour moi, c'est quelque chose de primordial, souffler, surtout dans l'eau quand on nage. Et aussi, j'avais toujours un petit aspect technique, c'est venir toucher ma main à ma cuisse quand je finis le mouvement. Du coup, voilà, quand je sens que je m'éparpille et que je pense à autre chose, j'essaye de me recentrer sur ces aspects-là qui sont devenus un peu des automatismes. Et du coup, je me recentre sur ça. Quand souvent, l'athlète déterminé que pour avoir une grande force mentale, pardon, il ne faut jamais rien lâcher. Tu en penses quoi? Ah oui, parce qu'il y a des moments où ça va être très dur. Et en fait, il y a des hauts, des bas. L'effort est intense et du coup, bien sûr, il y a des moments très très durs. Et il faut aller au bout de soi-même. Donc des fois, c'est difficile de dire aller au bout de soi-même. Mais en fait, on s'en rend compte après et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, on s'étonne, on est surpris parce qu'on a réussi à faire, mais parce que justement, on a été au bout de soi-même et on n'a rien lâché. Et c'est super important. En effet, il y a des limites qu'on surpasser et ce qu'on pensait impossible, au final, va devenir réalisable. Quelqu'un qui dit, il pensait que c'était impossible. Je savais pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait ou un truc comme ça. Est-ce que tu penses que pour progresser, il faut aussi apprendre à supporter la douleur dans son sport, être capable du coup de se dépasser, mais souvent on se dépasse, mais bon voilà, c'est difficile, c'est dur et ça peut amener du coup à souffrir, en tout cas dans l'effort. Je pense que dans une compétition, dans une course, c'est rare qu'il y ait vraiment eu que des moments de joie et de plénitude. Je pense que aller chercher justement ces moments difficiles, ces moments compliqués où voilà, on souffre, hein. Je pense que c'est ça qui emmène à la fin à avoir un résultat intéressant. Bien sûr, sur quelques sports, hein, des sports qui sont différents. Et je pense que ça passe par là. Après, on s'entraîne beaucoup, hein. L'entraînement, la compétition et la répétition. Enfin, à l'entraînement, on répète tout ce qu'on va faire en compétition. Et le fait déjà de pouvoir se surpasser et d'avoir des moments très durs
où on va au-delà de soi-même à l'entraînement, ça permet d'arriver en compétition quand même de façon plus préparée et c'est plus facile aussi. Sur du coup la fin de notre podcast, et j'ai encore voilà, quelques petites questions à te poser. J'en ai une qui serait plutôt à destination des jeunes qui voudraient faire comme toi. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Moi, je pense que ce qui est primordial, c'est de s'écouter et d'aller au bout de soi-même, des rêves, en fait. Il faut écouter ses rêves et il faut y croire. Et justement, pas parfois se faire changer d'avis à cause du regard des autres ou de ce que les autres peuvent dire. Il faut croire en ses rêves mais parfois croire en ses rêves c'est aussi se donner les moyens d'y arriver. Donc parfois c'est dur, hein. Faut pas croire qu'un rêve c'est facile à réaliser. Mais voilà, aller au bout de ses rêves et en se donnant les moyens d'y arriver. D'y rendre possible ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Quand tu parles de moyens, qu'est-ce que tu mets derrière? Si par exemple c'est par rapport à une compétition, c'est aller s'entraîner, se lever le matin, c'est dur, mais c'est très bien pour le sport, mais comme pour les études. Parfois, pour les études, il y a des diplômes, il y a des concours qui sont compliqués. Voilà, il faut travailler pour. Et quand je parle de moyens, c'est propre à soi-même. Mais voilà, capable de se lever tôt tous les matins pour aller à l'entraînement ou pour aller travailler ou faire ce qu'on a envie de faire. Ça passe se surpasser, oui. Parce que comme tous les athlètes, t'es inscrit dans un double parcours, c'est-à-dire que tu fais aussi des études en parallèle de ton sport. Oui. Du coup, tu fais quoi comme spécialité? 2017, j'ai validé un master 2 en management du sport. Et là, actuellement, je suis dans une école de commerce à l'EDEX sur Nice. Et du coup, c'est ma 4e année. Voilà, je suis toujours dans le côté marketing. Et c'est très intéressant. Bon, super. Et du coup, une qualité mentale que tu as pu développer dans ton sport, est-ce que tu arrives à les réinvestir du coup dans les études, dans la vie au quotidien? Pour le moment, j'avoue être quand même beaucoup plus, ouais, j'arrive à mettre beaucoup plus de motivation dans mon sport parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est quelque chose, je sais, qui va s'arrêter un jour. Je suis, je suis beaucoup plus sportive que studieuse, mais je sais que les études sont importantes parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter aussi. Et même si ça sera un gros coup dur pour moi, il va falloir le faire. Mais du coup, à ce moment-là, il faudra que je sois capable, justement, d'avoir d'autres ressources et les études sont primordiales pour ça. Et ça ouvre beaucoup de portes et en plus, je trouve que c'est très intéressant. Il y a plein de domaines qui sont intéressants et c'est bien. Quand tu arrêteras la natation, tu partiras sur du trail. J'ai vu sur une photo d'un trail sur ta page Instagram. Donc du coup, je me suis dit tiens, peut-être qu'elle fait aussi du trail. Donc ça sera peut-être une reconversion. Bon, Il y a plein de sports que j'aime. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire et qui te viendrait naturellement, quelque chose qui te guide dans ton quotidien ou tu vas faire une compète? Dans mon quotidien, justement, pour essayer de positiver, des fois, j'aime bien, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais les jours sans, faut faire avec. Il y a pas mal ça, il y a pas mal de choses. Ouais, pour essayer de relativiser les jours où on va pas très bien, où ça va pas, voilà. Bon, avant de te quitter, on te revoit quand, du coup, en compétition, puisque du coup, là, tu me disais que t'étais en pause. Ça recommence quand pour toi? Il y aura les championnats de France au mois de décembre, qui auront lieu à Montpellier. Donc voilà, c'est la prochaine étape, la plus importante de mon calendrier. Bon, super. Du coup, Sarah, je te remercie une nouvelle fois pour nous avoir consacré un peu de temps à cette interview pour le podcast. Écoute, je te souhaite une bonne récupération et puis une bonne nouvelle saison pour dans ta discipline sportive qui est du coup
la natation en eau libre. Je te remercie encore. Je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.